Bonjour à tous, voilà, on est jeudi, il est midi, c'est Je peux pas, GIA. On commence tout de suite avec les flash news. Tout d'abord, Nvidia vient de dévoiler NVLM. Qu'est-ce que c'est NVLM? Eh bien, c'est NV pour Nvidia, j'imagine, LM pour un language model. Donc, c'est un modèle de langage qui est en open source et qui défie GPT 4.0. 4O, pardon. Donc, on a Nvidia, donc, qui est le leader dans les processeurs qui servent aux intelligences artificielles, qui se lance aussi dans le software et qui, après avoir développé des modèles qui est évaluateurs qui sont déjà à la pointe du marché, qui a dévoilé ce mardi, en fait, sa famille de LLM open source. Il y a deux modèles. Il y a un modèle léger et un modèle plus performant qui, d'après les... Et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de ces fameux benchmarks. Dans les benchmarks, pourrait surpasser GPT-4o en plusieurs points. Donc NVLM, NVIDIA qui, du hardware, se lance dans le software, c'est intéressant et avec les moyens qu'ils ont, ça pourrait faire mal. Deuxième flash news, Intel qui était justement le gros concurrent de NVIDIA. En fait, Intel était le gros leader, vous le savez, hein, Intel Inside, les fameux 486, les fameux Pentium. Tous les processeurs d'Intel ont quasiment toujours équipé la majorité des PC. Et aujourd'hui, Intel est dans la tourmente pour deux raisons. C'est que son concurrent ARM prend de plus en plus de parts de marché sur les puces qui alimentent nos PC. Et par contre, au niveau des intelligences artificielles, ils ont un petit peu loupé le tournant, puisque c'est Nvidia qui, avec la puissance de ses processeurs graphiques, a pris d'abord le marché au niveau de, des applications qui demandaient beaucoup de puissance, qui étaient dans un premier temps tout ce qui était crypto-monnaie, Bitcoin, etc. Et puis aujourd'hui, Intel n'a pas fait de recherche suffisamment poussée dans l'IA. Et pour le moment, c'est Nvidia qui tire les marrons du feu. Et Intel se retrouve avec des pertes colossales sur ces derniers mois et se trouve contrainte de vendre notamment sa fonderie, donc la fonderie qui fabriquait les puces. Donc Intel est vraiment, donc le CEO qui est en place depuis 3 ans promet que Intel s'est déjà relevé de problèmes auparavant et pourra faire face à la situation. Mais est-ce que Intel va devenir le nouveau Nokia, le nouveau Kodak, pour ne pas avoir su prendre le bon tournant au bon moment? Est-ce que Intel va lui aussi tomber dans les limbes de la technologie? En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, j'avais vu une vidéo qui montre un petit peu l'évolution de la valeur du stock de Nvidia et de Intel comparativement, et on voit que pendant pas mal de temps, Nvidia était à 10% de la valorisation de Intel, et maintenant, Nvidia est à 100 fois la valorisation de Intel. Donc, d'une boîte 10 fois plus petite que Intel, on est arrivé en quelques années à une boîte qui est 100 fois plus grande que Intel. À suivre. Enfin, troisième flash news, les artistes réclament une marque sur les contenus générés par l'intelligence artificielle. Donc, les artistes souhaitent qu'il y ait un label pour reconnaître en fait le travail humain. Les traducteurs, les illustrateurs, les auteurs, 60% des artistes en fait seraient inquiets face à la déferlante de l'IA générative dans leur profession. C'est la SGDL, un observatoire de la Société des gens de lettres, qui le rapporte, et la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, l'ADAGP, qui rapporte cela également. Et donc, il y a un souhait, et c'est assez étrange, puisque en même temps, on a la Chine qui tente de mettre en place, en tout cas qui a un plan pour créer des watermarks. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ce sont les watermarks. Ce sont les marques en filigrane dans les photos qui ne sont pas libres, par exemple, et qui permettent d'identifier que les photos ont une certaine source. Et si on veut avoir la photo sans watermark, eh bien, on va... alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, on va refuser. Voilà, désolé. Donc, on a ces watermarks sur les photos. Si on veut ne plus avoir ces watermarks, il faut évidemment acheter le contenu. Donc voilà, c'est assez étrange de voir que les artistes et les autorités chinoises se retrouvent donc sur ce plan-là.
Alors, les invités aujourd'hui, eh bien, nous sommes en Belgique et notre invité surprise, c'est le soleil. Qui a dit qu'il pleuvait toujours en Belgique? Ce n'est pas vrai. Donc, vous le voyez, le soleil, il est de ce côté-là, évidemment, hein. Je suis très mal éclairé, malgré les lumières qui sont de l'autre côté. Donc, on est très content. Donc, le soleil, une fois, on va dire, on va oser. La semaine prochaine, nous serons en direct de Lyon. C'est la nouvelle patrie du boss qui maintenant y a établi son domicile. Puisque j'étais présent près de Lyon, mais là, je me suis vraiment implanté. Je deviens un vrai Lyonnais. Ça y est. Et donc, on sera en direct de Lyon. Alors, la question du jour qu'on a posée à Claude, c'était: est-ce que l'IA comprend les émotions? Qu'est-ce que Claude nous répond? L'IA ne comprend pas vraiment les émotions. L'analyse est différente de l'empathie. L'IA peut analyser les émotions, mais elle ne les ressent pas. C'est une distinction clé. Ce que l'IA peut faire: détecter les expressions faciales, analyser le ton de la voix, identifier des mots-clés émotionnels dans le texte. Ce que l'IA ne peut pas faire: ressentir de véritables émotions, comprendre le contexte émotionnel complexe, faire preuve d'empathie authentique. Dans les applications actuelles, chatbot avec détection de sentiments, analyse de satisfaction client, système de surveillance de l'humeur en santé mentale. Les limites de l'IA émotionnelle sont les interprétations superficielles, l'incapacité à gérer des nuances subtiles et le risque de malentendus dans des situations délicates. Quelles sont donc les implications pour les entreprises? Utiliser l'IA pour le tri initial des interactions émotionnelles, combiner IA et intervention humaine pour une meilleure expérience client, former les employés à compléter l'analyse de l'IA par une vraie compréhension. Donc l'IA est donc un outil d'analyse émotionnelle, mais pas un être empathique. Notre rôle est d'apporter de l'intelligence émotionnelle que l'IA ne possède pas. Et la question que pose Claude: comment votre entreprise gère-t-elle l'équilibre entre analyse IA et compréhension humaine des émotions? Quelles sont vos meilleures pratiques? Eh bien, encore une fois, ici, Claude nous fait un post qui est tout à fait, bon, c'est très factuel, hein, c'est très compte rendu, mais c'est tout à fait correct et je ne peux qu'aller dans le même sens que Claude, donc cette fois-ci. Euh, c'est vrai, l'IA, j'ai jamais, d'ailleurs, je vais vous donner une réponse que j'avais donnée en commentaire. Je n'ai jamais rencontré un 0 ni un 1 qui faisait preuve d'émotion. Les chiffres ne font pas preuve d'émotion, c'est du factuel. Donc forcément, l'IA qui est basée sur des programmes qui tournent sur des ordinateurs, qui ne savent que reconnaître des 0 et des 1, c'est forcément, on ne peut pas créer de l'émotion. On peut tout au plus analyser et avoir, en apprenant à l'IA les réactions à avoir dans certaines circonstances, on peut indiquer à cette IA, ben voilà, il faut réagir comme ça dans la circonstance, comme ça dans telle autre circonstance. Si tu détectes que la personne est triste, eh bien, il va falloir faire preuve d'empathie. C'est quoi l'empathie? Et de compassion. Alors, expliquer ce que c'est la compassion. Alors, c'est pas comme ça que ça va se faire, puisque l'IA, on va lui montrer des réactions, on va lui montrer comment les hommes se comportent, et elle va simplement imiter. Donc, si on va alimenter une IA, par exemple, avec des comportements qui ne sont pas du tout empathiques, l'IA ne fera jamais preuve de compassion ni d'empathie. Elle ne fera que restituer ses apprentissages. Dans ce cadre-là, c'est un petit peu comme un enfant. Donc voilà, voilà, on est tout à fait dans le bon et c'est tout à fait vrai. Et par contre, ce que Claude nous dit et ce qui va dans le sens de ce que je défends au quotidien: notre rôle, apporter l'intelligence émotionnelle que l'IA ne possède pas. Et donc, on revient à ce fameux label IA Love Human. C'est la combinaison, la coopération entre l'IA et l'humain qui nous rendra meilleurs et qui rendra l'IA acceptable et humaine également. Donc toujours cette collaboration, et l'IA n'est évidemment pas là, vous le savez maintenant depuis que vous me suivez, n'est pas là pour nous remplacer. Une petite démo aujourd'hui. Alors la démo, ce sera vous allez voir, on va parler de Copilot. Je vais vous partager mon écran un tout petit instant. Présenter. Voilà, donc vous êtes sur l'écran d'accueil de Microsoft 365. Et donc, on va voir, j'ai ouvert déjà deux fenêtres, une avec un document Word que je vais vous montrer. Et dans le document Word, donc au départ, vous avez le document Word qui se présente comme ceci. Vous avez, puisque je paye évidemment la licence Copilot,
Pour information, ça doit être aux alentours de 23 € si je ne m'abuse par mois, en plus de la licence, Office qui, démarre à 7 € pour la version, de base en ligne. Donc ici, je clique sur Copilot et j'ai un panneau qui s'ouvre à droite et qui me propose déjà certaines actions de comprendre, donc de résumer le document. Je peux le faire, voilà, en 3 key points. Voilà, donc Copilot est en train de le faire. En anglais, je peux lui demander évidemment en français. Et il va le faire en français. Ce qui est intéressant également, vous allez le voir, ah non, voilà, il passe en français et je vais lui demander un résumé du document. Donc tout ça est basé sur ChatGPT, bien entendu, comme vous le savez. Voilà, on a un résumé qui est un petit peu plus, qui est quasiment aussi long que le document, hein. Anne-Line, alors Anne-Line qui nous attend dans l'antichambre de notre événement. Je me suis permis d'utiliser l'une de tes précédentes chroniques, par ailleurs très intéressante, pour ce résumé. Donc je vais demander plus court. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme, comme avoir un chat GPT qui est, voilà, à côté de vous pour votre document. Voilà, alors, plus court, ça veut dire plus court, hein. Bon, on va en rester là pour le moment. Mais par contre, ce qui me manque ici, c'est la promesse que Microsoft avait faite avec Copilot il y a de cela déjà un petit peu plus d'1 an, et d'avoir un bouton qui me propose de transformer ce document Word en présentation PowerPoint illustrée. Donc ça, c'était quelque chose qui était promis déjà par Copilot, qui arrivera bien entendu, puisque les intelligences artificielles sont tout à fait capables théoriquement de le faire. Mais on n'y est pas encore et c'est on est un petit peu frustrés. J'ai eu certaines personnes que j'ai eues en formation qui me disaient: «Mais oui, en fait, moi aussi, je paye Copilot et je m'attendais à ce que je puisse faire des choses qui étaient promises, transformer, analyser et vraiment jouer entre les différentes applications Microsoft». C'est pas encore le cas. Je suis certain que ça va venir. Quand? Bah, je sais pas. Mais en tout cas, ça viendra. Je vous montre aussi, l'interaction dans Excel, par exemple. Donc ici, j'ai une liste de formés et ce qui était intéressant, c'est que j'ai une proposition directement de clean data, donc de nettoyer les données avec Copilot par rapport au contenu et notamment ici, voilà, on me dit que, voilà, il y a des espaces, qui sont redondants, donc il me demande si je veux les supprimer. Ben non, je ne veux pas les supprimer. Par contre, voilà, la colonne C a des inconsistances et je préfère par contre remplacer par un directeur général, voilà, je peux choisir pour avoir une, voilà, pour avoir une cohérence dans les données. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je peux, voilà, j'ai plusieurs possibilités. Je peux avoir des formules. Voilà, il va me suggérer voilà, donc Copilot est en train de comprendre ma donnée et de suggérer une colonne de formules applicables à mes données. Voilà, on peut appliquer de la couleur et du formatage. Donc, il y a toute une série d'actions qui sont possibles. Je peux évidemment, voilà, highlight cells, all cells with red. Et on va voir s'il va tout nous mettre en rouge. On prend à nouveau la donnée. Ah non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord parce qu'il y a des cellules vides. Donc ça ne lui va pas. Donc voilà, il y a toute une série d'actions qui sont possibles. Là aussi, c'est un petit peu frustrant. Bien entendu, vous allez pouvoir demander de faire des graphiques, etc. Créer un graphique. Alors la donnée ne s'y prête pas forcément, mais on va quand même lui poser la question. Non, il est pas content, il est pas d'accord. Donc il faut encore reformater la data. On va le laisser comme ça. Alors un petit peu décevant quand même pour Microsoft, et Copilot qui ont quand même investi énormément, notamment dans OpenAI, de ne pas arriver à donner la promesse. Donc voilà, je suis pas là non plus pour vous montrer que les aspects qui sont épatants des IA, parce qu'il y a pas que ça. Il y a aussi parfois des déceptions et donc je suis là aussi pour vous les montrer. Et ici, dans le cas de Microsoft, c'est un petit peu décevant. Je suis certain qu'on va arriver à des choses qui sont
extrêmement efficaces et qui vont nous permettre d'augmenter notre productivité, mais ce sera à l'avenir, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors, l'app star, j'ai choisi pour vous Minimax. Alors, Minimax, qu'est-ce que c'est? Minimax, c'est une IA chinoise de création de vidéos. Alors que Sora, promis par OpenAI il y a plusieurs mois déjà, n'est pas encore dans les bacs, n'est pas encore disponible. Ici, on a Minimax qui est une petite vidéo, un modèle de génération de vidéos qui va pouvoir nous permettre de générer des vidéos pour moins de 30 centimes de dollars par vidéo. Et vous voyez que les résultats sont quand même assez bluffants sur des prompts qui sont somme toute assez simples. On a des travelling, on a des scènes qui sont assez réalistes. C'est pas la meilleure IA aujourd'hui pour créer des vidéos, mais par rapport au rapport qualité-prix, on va avoir un truc qui est quand même épatant. Vous voyez ce petit rongeur là qui boit du café. Voilà, santé, moi aussi. Voilà. Alors, oui, bien entendu, le moment que vous attendez tous. Hein. Voilà. Anneline, on va… Attends, je vais virer Minimax. Hein. Allez, hop. Arrête ça et on va accueillir Anneline. Anneline, bonjour, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Moi, je suis en pleine forme et toi, tu as l'air bien au soleil, tu as de la chance. Ah bah, très très bien. Moi, si je n'étais pas ici, je me mettrais en bain de soleil ici. Il fait parfaitement beau. Alors, ça contraste un petit peu avec les éléments de la semaine dernière, puisqu'à 1 kilomètre d'ici, il y a une tornade qui a détruit des maisons entières. Ouais. En Belgique, une tornade. Ouais. Nous, on est plutôt au calme à Lyon. Bon, on a un petit peu de grisaille, mais bon, on va pas se plaindre, il fait pas froid non plus. Et puis c'est intéressant que nous parlions de temps et d'images génératives, puisque c'est justement le sujet du jour. Puisque Parfait. j'ai pu remarquer… Oui, pardon? J'y parfait. Dis tout. Pardon. Parce qu'il y a une question en ce moment qui parcourt tous les réseaux, qui était le sujet d'actualité depuis 2 semaines, c'est l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui soulève de plus en plus d'inquiétudes. Donc, tu parlais de Microsoft, ça tombe bien parce qu'il va être dans mes exemples. En effet, je vais commencer par un chiffre choc pour marquer bien les esprits, comme j'aime le faire avec une étude, encore une fois, une enquête du Guardian, qui parle de l'empreinte carbone réelle des 4 géants de la tech, donc les fameux GAFAM, comme Microsoft, justement, Google, Meta, Apple, Amazon et bien d'autres. L'impact de ces gros GAFAM entre 2020 et 2022, et qui serait en réalité 8 fois plus importante, quasi 8 fois plus importante que celle qui est officiellement annoncée. Donc, ce qui nous fait une petite différence de à peu près 662% entre l'officiel et l'officieux. Donc, c'est quand même un gap important à marquer. Et c'est Mais ce qui soulève… comment est-ce qu'ils peuvent avoir un gap aussi important? Eh bien, alors c'est par des façons de quantifier en fait déjà les données, et puis également par l'utilisation de certificats d'énergie renouvelable, les fameux CER, les fameux droits à polluer en quelque sorte. C'est une autorisation qu'on donne à des entreprises en échange d'efforts compensatoires. Malheureusement, souvent, l'équilibre n'est pas là et on parle plus de blanchiment de factures énergétiques plutôt qu'à une réelle réduction des émissions. Donc, ça n'a pas très bonne presse, effectivement, et ça continue du coup à alimenter les inquiétudes sur les réseaux. Donc, pour être même plus précis, parce que tu sais à quel point j'aime être précis et donner des exemples qui parlent, on va parler maintenant vraiment de l'intelligence artificielle générative et pas juste des GAFAM. Et je vais prendre pour ça l'exemple d'une chercheuse, Sacha Lucioni, si je prononce bien, qui est d'origine russe, canadienne, qui a une trentaine d'années et qui est reconnue comme l'une des personnalités, une des 100 personnalités d'ailleurs les plus influentes du monde de l'intelligence artificielle par Times en 2024. Donc c'est quand même pas n'importe qui, elle s'y connaît aussi un petit peu sur le sujet. Belle référence, effectivement. Oui, puis elle fait pas mal de recherches, ce qui va être intéressant parce qu'elle va justement apporter des solutions à ces problématiques. Donc, ce qu'elle souligne aussi quand même en premier temps, c'est que pour construire une image
en haute définition avec l'IA, on consomme à peu près 30 fois plus d'énergie qu'avec une recherche de moteur classique. Donc, utilisez plutôt Google au lieu d'utiliser aussi Chat pour faire une simple recherche et une simple question. Vous protégerez un petit peu plus la planète. Donc, ça fait de votre action votre BA quotidienne. Et pour te donner une échelle, une référence, c'est comme si en une demande pour une image, tu rechargeais en 1 seconde toute la batterie de ton téléphone. Donc, on sait parfois que ça nous prend au moins 2 heures. Donc, c'est quand même une dépense énergétique qui est très importante. Et notamment à l'heure actuelle où on a des vraies considérations pour le développement durable et l'environnement, sujet dont on parle à peu près depuis 50 ans. Mais on évolue quand même sur le sujet. Et puis surtout, bon, là on donne un exemple concret sur une chose, mais si on voit les chiffres à l'échelle mondiale, c'est tout aussi préoccupant parce que l'Agence internationale de l'énergie rapporte qu'en 2022, les centres de données, en combinant l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, ont consommé près de 460 tonnes de watt-heure d'électricité, ce qui représente à peu près 2% de la production mondiale d'électricité. C'est juste énorme. Et puis, en plus, il faut se rappeler je vais le préciser plutôt, que les chiffres qui ont été consommés par les GAFAM, on parle de chiffres entre 2020 et 2022, et que depuis, notre consommation de l'intelligence artificielle a au moins doublé. Oui, puisque ChatGPT, en fait, est arrivé le 30 novembre 2022, et donc a été adopté très, très rapidement, mais c'est seulement depuis 2023-2024 qu'on a vraiment un développement très général de ces intelligences artificielles. Tout à fait, où tout le monde l'intègre un petit peu dans son quotidien, où on l'utilise autant pour le personnel que pour le professionnel. Donc on peut imaginer l'impact réel en fait de la consommation énergétique de cette nouvelle technologie. Je rappelle qu'elle était 8 fois plus importante qu'annoncée il y a déjà plus de 2 ans. Donc peut-être que nous avons multiplié par 2 ces chiffres, nous verrons, je pense, à la fin de l'année. Attends, je vais couper ChatGPT là. Oui, coupons pendant qu'on est en train de… Et Claude, et Copilote, et Pou, et Perplexity, ouh là là. Alors après, je ne jette pas la pierre parce que moi, avec les réseaux sociaux, bon, on sait très bien que tout ce qui est Internet consomme aussi beaucoup. Donc, je vais peut-être m'auto-flageller, mais en tout cas, voilà, il y a pire que moi. Mais c'est vrai qu'on est tous, petite réflexion personnelle, là, mais on est tous en tout cas dans cette croyance que la tech ne consomme quasiment pas parce qu'on se dit, mais oui, mais en fait, mon ordi, il est sur batterie, ça consomme pas, le Wi-Fi, c'est pas grand-chose, c'est un petit routeur. Mais en fait, il y a tout ce qui est sur le cloud qui est énorme et avec la vitesse aujourd'hui et les performances, on ne se rend pas compte. Et tu disais que tu ne voulais pas jeter la pierre, et je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'on a Je peux pas GIA et qu'on a la chronique d'Adeline. Exactement, parce que moi, j'aime éveiller les consciences. Avec le bon et le mauvais, comme toi, je trouve que c'est important de tout montrer. Et du coup, ce qui m'a aussi un petit peu soulagée, c'est que j'ai vu que cette chercheuse, Sacha Lucioni, cherchait des solutions pour améliorer ça. Et notamment, elle a créé avec son équipe le fameux code carbone qui est gratuit et qui peut être téléchargeable par n'importe qui, autant entreprise que personne lambda, pour installer sur sa bécane. Et du coup, pour avoir une quantification énergétique des utilisations de chacun. Et comme ce code a été il est sorti il y a très récemment, hein, c'est quand même assez récent, mais il a quand même été téléchargé plus d'1 million de fois. Donc on voit qu'il y a quand même un vrai intérêt sur cette problématique aujourd'hui. Et je pense que si on revient dans un mois, les chiffres seront impressionnants au niveau téléchargement. Est-ce qu'on pourra partager le lien, tu crois? Je n'ai pas… bah tiens, hop, on le mettra peut-être dans le descriptif, On va le rechercher, on va faire nos devoirs, hein, et puis on va rechercher ça et on va le partager à nos auditeurs. Ok, super. D'habitude, j'amène toujours le lien, mais du coup, là, je ne l'ai pas. Mais on le mettra avec le lien du replay. Comme ça, pour ceux qui veulent aller le télécharger, il sera accessible facilement. Eh ben, génial. Et puis également, donc,
une autre chose sur laquelle travaille cette fameuse chercheuse, c'est un système de classification, un système plutôt de certification des algorithmes comparable au Nutri-Score dans l'alimentaire, donc ça tout le monde connaît. Donc en installant ce fameux code, vous avez une donnée, et puis à la fin, vous avez un classement. Est-ce que vous êtes A+, A-, D, C, voilà. Ça va permettre de classer. Même si ça ne prend pas en compte tous les éléments que demande une intelligence artificielle, comme par exemple des matériaux, tu vois, concrets, au moins, ça peut quand même nous donner déjà un premier niveau de classement. Alors, c'est l'objectif, tu vas me demander. Il est évident, hein, c'est permettre aux utilisateurs et aux développeurs de faire des choix plus éclairés en matière de consommation énergétique, puisque cette chercheuse appelle à plus de transparence de la part des entreprises, à cette nécessité de régulation, à éduquer sur les publics sur les capacités et les coûts de l'intelligence artificielle, et aussi, elle promeut un peu une sobriété énergétique. Ce qui n'est pas la tendance trop actuellement, notamment avec les géants de la tech qui sont un peu plus réticents à la transparence, et on comprend pourquoi. Eh bien, tu me donnes une transition. Tu restes avec moi, Anne-Line? Tu me donnes une transition, mais rêvée, parce que là, je vais vous parler en fait de la saga d'OpenAI, parce que je pense qu'on va faire on va récurrent, parce qu'il se passe toujours des choses chez OpenAI, qui est devenue une boîte maintenant qui est valorisée à 105, avec la nouvelle levée de fonds de 6,5 milliards de dollars, valorisée à 157 milliards de dollars. Ce n'est pas encore le plan, la méthode LIA, mais c'est déjà du chiffre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Apple a décidé de ne pas participer à ce plan. Donc, Apple avait envisagé d'investir 1 milliard dans OpenAI et finalement, ils font machine arrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que OpenAI, en fait, et on parlait de transparence, alors on sait que Sam Altman n'est pas un champion de la transparence, et de 1, et de 2, là, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Un exode massif. On a vu que, j'en ai parlé la semaine dernière de Mira Murati qui est parti. On a Elias Sutskever qui est parti il y a quelques mois. On a Greg Brockman qui est en congé sabbatique de 1 an. Pour une boîte qui est dans la croissance, un des cofondateurs qui quitte l'entreprise, qui se met en congé sabbatique d'une boîte qui est en telle croissance, c'est quand même assez... ça questionne pas mal. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein d'OpenAI. On ne sait pas forcément tout ce qui s'y passe. Et notamment, il y a le comportement de Sam Altman qui, lui, va chercher des investissements pour créer de plus en plus de fonctionnalités. Et notamment, il avait un plan secret. Alors, je vous lis ça, j'ai ça sur mon téléphone. C'est une brève qui est paru il y a 3 jours. Le plan secret de Sam Altman, 7 000 milliards de dollars pour faire de l'IA la nouvelle électricité. Et donc, il y avait un projet, en fait, de Sam Altman de créer... il a proposé à plusieurs investisseurs internationaux un nouveau plan pour développer une infrastructure mondiale d'intelligence artificielle, nécessitant donc l'investissement initial de plusieurs milliers de milliards de dollars. On parle de, je ne sais plus combien, mais une quantité astronomique de data centers. Et tu viens de nous pointer du doigt que ces data centers consomment quand même beaucoup. Donc, je pense qu'il y a un peu de gouvernance à appliquer chez OpenAI. Tout à fait. Et peut-être qu'ils vont être confrontés au même problème de transparence que Google ou Microsoft, hein, puisque je te disais tout à l'heure, Google a quand même vu ses émissions de gaz à effet de serre augmenter de 48% par rapport à 2019 et de 29% pour Microsoft par rapport à 2020. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils mettent des freins sur certains projets, parce qu'ils sont confrontés peut-être à des écueils qu'ils n'avaient pas anticipés. Peut-être bien. Juste, je pense que Microsoft, en tout cas, a annoncé, j'en ai parlé aussi la semaine dernière, le projet de réouverture dans des réacteurs numéro 1 de la centrale Three Mile Island, qui est bien connu pour avoir connu l'accident d'un début de meltdown, donc de fonte du réacteur sur le réacteur numéro 2. Hein, donc, ce n'est pas de celui dont on parle. C'était fin des années 70, je pense. Et donc, mais il y a un projet, il y a 1,6 milliard de dollars qui vont partir dans la rénovation de ce réacteur pour le relancer, pour alimenter les data centers et l'utilisation des PMR aussi. Il y a les progrès aussi qu'on pourrait faire avec l'intelligence artificielle dans la fusion nucléaire qui pourraient nous apporter des solutions, mais elles ne sont pas encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, on a les superordinateurs allemands qui fonctionnent sur de l'énergie d'électricité qui est produite avec du charbon et c'est peut-être pas top.
hein. Non, mais ça sera, pour le sujet qui m'occupe aujourd'hui, je pense d'ailleurs, tous les enjeux des années à venir, savoir, ce qu'on peut faire, ne pas faire, quel bon outil employer et comment les utiliser mieux et à quel coût environnemental aussi, parce que ça va forcément rentrer en ligne de compte. Absolument. Absolument. Bah, Donc écoute, c'était super intéressant d'échanger sur ce sujet, Anne-Line. Alors, dernier petit chiffre, la météo de l'IA, un chiffre, 16 000. 16 000, c'est quoi? C'est le nombre de questions qui sont posées aux intelligences artificielles par le benchmark MMLU. Mais aujourd'hui, comme ces questions sont connues, les modèles sont exposés à une partie de ces questions, en général entre 3 et 4 000, afin d'optimiser leurs réponses. Et donc, les tests sont biaisés parce qu'on apprend aux intelligences artificielles à bien répondre aux questions des benchmarks. c'est un peu, On ça me parlait de rappelle le premier transparence. sujet. Ouais, et puis ça Euh, me rappelle le premier sujet entre la différence homme-femme avec les données qui sont rentrées principalement par des hommes et du coup qui peuvent être biaisées dans le rendu. Et là, finalement, on revient souvent à des sujets connexes. ouais. Allez, il est déjà 12h31, on est déjà presque en retard. Voilà. Juste encore une petite chose. À Lyon, lundi, on aura le plaisir d'accueillir Asma Mala qui vient pour une conférence, pour un débat sur les États-Unis et l'avenir des États-Unis dans le cadre de l'événement Une époque formidable. Je pense que la conversation d'Asma est déjà complète. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, tout l'événement en tout cas est super intéressant. Et donc maintenant, il me reste à vous dire évidemment bon appétit. Et en Belgique, bon appétit, ça se dit avec des frites. Et donc voilà, Bon appétit! bon appétit. Je peux pas, GIA, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine en direct de Lyon. À Au revoir, bientôt! au revoir à tous.